En effet, chaque banque a un objectif chaque année il faut qu'on fasse tant de financement. Même si notre reste à vivre est limite, mais on a prouvé qu'on avait fait une belle opération sur un premier bien, la banque nous fera confiance sur un second. Un relevé de compte va traduire complètement la personnalité du client. En règle générale, on n'a pas besoin de passer par le directeur pour avoir l'accord. D'accord, le conseiller, il a la main, c'est bon, on valide et basta. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne un bon dossier bancaire en 2026. On est en compagnie de Jade Millard, experte en financement. Comment ça va, Jade? Ça va et toi? Bah ouais, super. Alors, Très bien. bah ouais, nickel. tranquille. 2026, Oui. nouvelle année, Oui. nouvelles conditions ou non, tu vas nous l'expliquer. Oui. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour avoir un dossier bancaire qui soit sexy pour les banques et qui nous permette de négocier les meilleures conditions, puisque c'est l'objectif réel de maximiser la capacité d'emprunt, de maximiser du coup la qualité des conditions de ce financement-là. Et déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on repart du coup sur une nouvelle année. Donc, on a de nouveaux quotas. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette notion de quota, comment ça marche pour les banques? Parce que je sais que c'est toujours plus compliqué d'avoir des financements en fin d'année et beaucoup plus facile en début d'année. C'est tout l'un tout l'autre, ouais, complètement. Ouais. En Alors, fonction est-ce des que banques. tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche cette histoire de quota pour introduire cette vidéo? N'oublions pas que nos amis banquiers sont avant tout des commerciaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs à atteindre. Donc forcément, tout ce qu'on n'a pas fait sur l'année, il va falloir qu'on le fasse à la fin. Ou alors, plutôt, on a tout fait, ça y est, c'est bon, on est tranquille, et du coup, on Ouais. va moins financer sur cette fin d'année parce qu'on a fait notre quota. En effet, chaque banque a un objectif chaque année il faut qu'on fasse tant de financement. 3 millions, 6 millions, 500 millions. Voilà, en tout cas, chaque banque a son propre objectif. Et finalement, c'est pour ça qu'en fin d'année, c'est toujours un peu plus compliqué, puisque les banques qui m'ont pris le dossier sur du 110%, par exemple, à un moment, ils peuvent me le refuser à la fin parce qu'ils ont fait leur quota. Donc, on verra ça au mois de janvier. Clairement, c'est ça, en fait, leur discours. Donc oui, les banques ont des quotas à respecter et c'est pour ça que parfois, c'est plus difficile de les avoir à un moment qu'à un autre. Et en début d'année, on repart sur des nouveaux quotas, on repart à Oui, zéro. on repart à Et donc, zéro. ils Donc sont là, ils ouvrent plus les vannes. tolérants, voilà, c'est On ça. appelle ça ouvrir les vannes avec eux. Ouais, complètement. Ouais. Donc, bon Début moment pour se d'année, positionner, du coup. J'allais dire début d'année, en effet. Alors, peut-être sur 2026, je ne sais pas encore ce qui va nous réserver pour cette année, mais en tout cas, les taux sont toujours très favorables au financement. Et en tout cas, en tout cas, dès le début d'année, on peut déjà financer, demander les financements auprès de plein de partenaires. Moi, ce que j'aimerais comprendre et ce que j'aimerais que tu partages aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est il y a les normes HCSF. Est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que c'est que HCSF? Et au-delà des normes HCSF, est-ce qu'elles sont à respecter absolument ou non? Et est-ce qu'on va avoir les normes aussi entre... Alors, ce n'est pas les normes, mais les règles de chaque banque derrière. En fait, c'est quoi comment une banque se positionne par rapport aux normes HCSF? Est-ce qu'elles les respectent toutes? Donc, elles sont plus ou moins toutes sur les mêmes critères? Est-ce qu'elles vont toutes augmenter ou même baisser par rapport aux recommandations? Est-ce que c'est des recommandations, des obligations? Et pourquoi le HCSF? Alors, les normes HCSF, aujourd'hui, toutes les banques doivent le respecter. Donc, ça va regrouper le taux d'endettement, comme on disait, les 35%, en tout cas, maximum assurance comprise, et un reste à vivre qui doit être conforme. Aujourd'hui, les banques n'ont pas... Alors, ils doivent les respecter, mais ils ont quand même un quota aussi, eux. Un pourcentage, Un pourcentage, exactement, qui vont leur permettre de transgresser ces règles-là. Donc, ils vont le garder pour certains profils aussi. Ils vont le garder aussi sur certains investissements, je dirais. Et c'est important aussi ce que tu dis, c'est qu'à la fin de l'année, souvent, ils ont aussi atteint ce pourcentage-là, donc ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas transgresser les règles des normes HCSF. Donc, c'est vrai que sur ce début d'année, tout ce qui est très sympa, c'est ils ne sont pas atteints, ils peuvent y aller, ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Ces normes HCSF, de toute façon, on doit les respecter malgré tout. Après, il y a plusieurs formats, mais ça, je laisserai notre ami Maître Boujard en parler. Mais en fonction si on finance en SCI ou en nom propre, ces normes peuvent changer. D'accord. OK. Donc, alors, c'est important de le voir sur le côté fiscalité, mais aussi sur la partie financement, ça peut changer aussi Bien sûr. Là-dessus. Ok. Donc, HCSF, c'est Haut Conseil de la Sûreté ou Sécurité financière. Yes. C'est au niveau français ou européen? Non, c'est français. Hein. Bonne question. Bonne question. On n'a pas la réponse. Moi, j'imagine que c'est au niveau français. Moi, je pense que c'est français. Je pense aussi, ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà, on comprend l'importance du HCSF, qui est en fait un organisme d'État, entre guillemets, qui permet de réguler
le marché par rapport au prêt immobilier. de des sécurité normes. financière pour éviter un peu la crise des subprimes ou tous ces trucs-là qu'il y avait eu à l'époque. Exactement. À côté de ça, comment se placent les banques par rapport au HCSF? Puisque il y a, je crois, c'est un quota de 20% qui peuvent dépasser les 35% d'endettement. Ah, tu vois, je connais bien mon sujet quand même. Bon. Ouais. Ah, ça va. Pas comme toi, mais je me débrouille. Et 20%, mais on a des banques qui vont beaucoup plus facilement proposer du 110%, par exemple, ou autre. C'est quoi? C'est derrière, en fait... Ça va être une politique bancaire qu'ils vont adopter au moment où ils le souhaitent aussi, parce qu'on a des banques qui savent faire du 110%. Je me revois faire plein de financements à 110% en 2022 avec une banque qui aujourd'hui a complètement fermé les vannes sur le 110%. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est des politiques bancaires à des instants T qui veulent, en fonction de ce qu'ils veulent aussi développer eux. S'ils veulent développer les jeunes primo-accédants, donc ils vont plutôt favoriser le 110% parce qu'ils savent que nos jeunes n'ont pas forcément une capacité d'épargne aujourd'hui, ou alors ils ne veulent pas en mettre parce qu'ils veulent réserver ça pour des futurs projets. Ou alors il va y avoir aussi certaines banques qui vont être OK sur du 110% à n'importe quel âge parce qu'ils ont une offre primo-accédant alors qu'on est 20 ans ou 50 ans. Voilà, ça va être vraiment des politiques sur des instants qui vont... Alors, c'est bien sûr commercial, tout ça. C'est en fonction de ce qu'ils veulent avoir aussi en clientèle. OK. Donc, on a une politique, effectivement, au niveau des banques qu'elle va adapter en fonction des profils aussi, puisqu'elle doit quand même toujours respecter ce quota de 20% max. Oui. Voilà. Et donc, on a le HCSF, la politique bancaire... de la banque au global, au niveau national. Oui. Genre, par exemple, Crédit Agricole. Oui. Et après, on va avoir le Crédit Agricole de cette ville où on a un directeur d'agence qui va avoir sa propre politique. Et c'est pour ça qu'on a des banques qui nous disent des fois, ah bah non, on finance que jusqu'à 15 ans en locatif. Donc, en fait, pour nous, c'est pas intéressant, sauf certains cas de figure, parce que c'est vraiment du cas par cas, mais c'est pas intéressant. Et en tout cas, pas si intéressant que ça quand on sait qu'on peut avoir du 20 ou 25 ans. Plutôt du 20 ans quand même que du 25, mais c'est parce qu'en fait, elles ne veulent pas étendre sur trop de temps le locatif. Elles sont pas trop pour le locatif, elles préfèrent les résidences principales. Elles vont financer que si vous avez votre résidence principale. Ça, c'est la politique de la banque ou c'est la politique du directeur d'agence? Je dirais que c'est la politique du directeur d'agence. Alors attention, souvent les courtiers, on travaille avec des pôles prescription. C'est vraiment des pôles qui sont spécifiques dans la prescription immobilière. D'accord. Tu vas pas parler avec le directeur d'agence local? Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver puisque un courtier va avoir aussi cette possibilité d'avoir plusieurs interlocuteurs. Et en fonction aussi du profil ou du projet, on va savoir valoriser en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir. Il faut savoir qu'un dossier bancaire, il va passer par plusieurs personnes. Alors, si on passe par le pôle immobilier, il y a déjà un premier filtre qui va se faire avec cette personne qui gère le pôle. Donc, savoir si déjà le projet, pour lui paraît... bon, donc en fonction de si c'est de l'investissement locatif, le cash flow, la capacité à épargner, le profil du client, quel statut il a aujourd'hui. Enfin voilà, il va déjà faire un premier filtre et il va ensuite l'attribuer en agence. Sur ces deux étapes-là, déjà, il va falloir se dire une chose, c'est qu'il va falloir valoriser le dossier et sur la première et sur la deuxième. Souvent, ce n'est pas le conseiller qui prend la décision, ni le directeur d'agence, ça va être aussi en fonction de l'organisme de caution. Oui. Donc le troisième filtre, il va se faire là. Si l'organisme de caution donc, accepte, en sachant que chaque banque a son propre organisme de caution aussi. Donc voilà, il y a plusieurs organismes de caution aujourd'hui. La CAMCA, le Crédit Logement, il y a la SACEF, il y a plein d'organismes. En gros, c'est le caution. C'est comme nous, quand on prenait notre premier appart, on avait nos parents en caution. Ouais. Et bien là, c'est pareil. C'est un organisme qui se porte caution au cas où s'il y a une défaillance de paiement sur les 20 ans, par exemple. Donc, si eux, ils disent oui, en règle générale, on n'a pas besoin de passer par le directeur pour avoir l'accord. D'accord, le conseiller, il a la main, c'est bon, on valide et basta. C'est une question de délégation. C'est une question de délégation, exactement. Après, si malheureusement l'organisme de caution ne passe pas, ce qui peut arriver, il y a une seconde solution qui est l'hypothèque, comme on parlait tout à l'heure. Là, par contre, en règle générale, il va falloir monter plus haut, donc soit le directeur d'agence ou la directrice, soit le pôle prescription. Donc voilà, il y a plusieurs étapes à respecter et le pouvoir du courtier, en tout cas là-dessus, c'est d'avoir le discours pour chaque interlocuteur pour que ça puisse arriver à ce qu'on souhaite, c'est l'accord de financement avec les meilleures conditions. Excellent. C'est vraiment beaucoup de valeurs que tu nous partages. Là, c'est super intéressant. Et du coup, concrètement, sur le dossier de financement, comment on monte en 2026 un dossier de financement optimal? Pour quelqu'un là qui veut emprunter, il veut investir dans l'immobilier, il sait que le temps qu'il trouve le bien ou qu'on le trouve pour lui, peu importe, mais qu'il a bien 3 mois. Donc, tu vois, comme ça, je te donne l'info, ça te donne un peu de visibilité pour qu'il ait le temps de bosser un peu son dossier. Mais
qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Quels sont les points les plus importants? Et si tu peux nous donner 2 exemples de personnes qui ont vraiment optimisé leur dossier, enfin d'histoires que tu as pu vivre dans ta vie de courtière, ça serait top. Ce que j'aime bien de toute façon faire quand je rencontre le client, enfin la personne, c'est déjà de regarder en priorité la gestion de compte, puisque c'est vraiment ce que la banque va regarder. Elle va regarder qui est le client, qu'est-ce qu'il fait, quel est son style de vie en fait. Un relevé de compte va traduire complètement la personnalité du client. Donc ça, c'est la première chose à, on va dire, épurer et faire en sorte que ça rentre dans les cases, je dirais, pour que notre dossier soit déjà potentiellement valorisé. Okay. Je prends l'exemple n'importe quoi, mais Winamax ou Betclic, ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui est paris sportif, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, paris sportif, ou j'allais dire dans les bars, dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. Gros retrait de cash aussi. Gros retrait de cash. Genre on retire 1500, 2000, bon c'est un peu bizarre. Enfin, ouais, exactement. En fait, vous pouvez, ça se trouve, rien faire de bizarre. Hein, mais non, pas du tout. C'est juste, vous retirez du cash. La banque va se prendre va mettre un point d'interrogation, et à partir du moment où on ne sait pas l'expliquer, c'est dommage, parce que ça peut mettre un point négatif au dossier où ça se trouve, il n'y a même pas lieu. Donc finalement, j'ai l'exemple d'ailleurs d'un client qui lui avait l'habitude de retirer 1 000 € par mois en espèces pour faire ses courses, pour faire Il avait l'habitude du cash en fait, donc il voulait continuer à vivre comme ça. Sauf que la banque, elle l'a perçu un petit peu différemment en disant, mais attends, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Enfin, c'est bizarre, il retire tous les mois 1 000 € de cash, alors il touchait 2 000 € par mois, donc déjà il y a 50% de son salaire qui partait dans de l'espèce. Enfin, simplement, je lui ai appris à retirer un tout petit peu moins de cash, donc de continuer à faire, parce que je ne veux pas lui changer tout, mais en tout cas sur un laps de temps de 3 mois, de lui montrer qu'il est important qu'il utilise sa carte bancaire pour faire des courses, pour faire... En plus, ça fait des frais pour la banque elle gagne de l'argent avec... Donc, c'est logique. C'est qu'une question, ouais, exactement. Mais en tout cas, ça nous a préparé le dossier sur 3 mois, où là, il n'y avait plus de point d'interrogation, et plus et après, il a repris sa vie comme il l'entendait. Mais en tout cas, sur ces 3 mois, on a préparé le dossier de façon... En tout cas, sur cette partie gestion de compte, il était important que ça soit assez lisible et assez... sain, je dirais, pour la banque, pour qu'on rentre dans les cases de la banque, ce qu'ils souhaitent. Donc une consommation classique, c'est pas... On se prend pas des bouteilles de Belvédère en boîte de nuit, on fait pas de paris sportifs, non, on fait pas... Alors, on en a certains qui doivent être... J'allais dire, on peut, mais tant que ça reste à la capacité aussi du client. Oui. Et que ça soit assez lisible, en fait, que ça soit assez fluide, je dirais. Oui. Donc il y a ça, il y a aussi cette capacité à dire aujourd'hui, vous avez un loyer, alors pour quelqu'un qui veut investir pour de la résidence principale, par exemple. Aujourd'hui, ils ont un loyer de n'importe quoi de 1 000 €. Demain, on va aller chercher un financement de 1 500 € par mois. Je vais dire, OK, pendant 3 mois, il serait important de montrer que vous êtes en capacité, entre guillemets, de mettre 500 € par mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 1 000 € de charge. Demain, vous en aurez 1 500. Si on montre que dès aujourd'hui, en tout cas pendant 3 mois, vous avez ces 1 000 € plus le fait de sortir 500 € sur un livret d'épargne, vous êtes déjà en capacité, et avoir une gestion de compte bonne, vous êtes déjà en capacité d'absorber cette charge. Donc, c'est rassurant. La banque se dit, c'est bon, il a déjà une charge de 1 500, il y a déjà 1 500 € qui sort. Et il arrive à avoir une bonne gestion. Donc, il y a ça. Pareil pour de l'investissement locatif, on va rentrer dans le cœur du sujet. Si aujourd'hui, un investissement locatif avec un cash flow qui est bon, avec une rentabilité qui est bonne, la banque normalement ne peut pas refuser un dossier si on l'a bien, en tout cas, préparé aussi sur la partie gestion de compte personnelle. Donc, ça passe aussi par ce que je viens de te dire, et même par le fait où demain, il y aura un futur revenu locatif qui va rentrer. Alors nous, on va le pondérer à un certain pourcentage en fonction des banques, mais il va être minoré. Est-ce que cette charge aujourd'hui, s'il arrive quoi que ce soit, il est déjà en capacité de l'absorber s'il n'y a pas de locataire ou s'il y a un turnover qui se fait pendant 1 mois ou 2 ? Ça, c'est important aussi de regarder ce sujet-là, en tout cas de le préparer sur, encore une fois, 3 mois. Un relevé de compte de 3 mois, ça paraît peut-être long pour des personnes, mais je vous assure que ça passe tellement vite. Non, ça passe super vite. On le voit. Et parfois, j'ai rien besoin de faire. Franchement, voilà. En règle générale, vous êtes quand même très bien... t'as plein de personnes qui ont de super gestion financière et qui ont déjà même préparé leur investissement. Complètement. Là, c'est que de l'optimisation de montage financier et puis un accompagnement total pour qu'ils n'aient pas cette charge, en fait... de gestion avec le notaire, l'agent immobilier, le banquier. Voilà, il y a aussi... De toute façon, le meilleur dossier et la meilleure prudence, rigueur dans la gestion de compte, c'est égal aux meilleures conditions.
Complètement. Le meilleur projet, c'est du coup, ça impacte moins la capacité d'emprunt. D'emprunt, oui. Donc, du coup, on peut lever plus de financement. En fait, tous ces points, toutes ces optimisations, à la fin, font qu'on a un meilleur financement, une meilleure rentabilité haute. Et puis, j'imagine aussi, alors confirme-moi, hein, mais qu'une fois qu'on a fait un premier Ce que investissement j'allais dire. rentable, la banque... On nous parle fait plus de quand même- normes HCSF, là, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, comme tu dis, à partir du moment où notre premier projet, il a été bon, où il y a un cash flow qui est positif, où il y a une gestion de compte qui est bonne, où on a anticipé, entre guillemets aussi, ce turnover de peut-être un locataire ou pas, mais en tout cas, que ce projet était bon, même si notre taux d'endettement, il est limite, même si notre reste à vivre est limite, mais on a prouvé qu'on avait fait une belle opération sur un premier bien, la banque nous fera confiance sur un second. J'en suis la preuve pour le coup parce que je suis à mon compte et dès la première année, j'ai su montrer qu'il y avait un financement enfin, une acquisition qui avait été bonne et finalement ça a pu découler sur plusieurs parce que on sait gérer aussi, on n'a pas utilisé les fonds de ce locatif pour faire la fiesta. Enfin, il y a plein de choses. Et puis même le cash flow, tu le laisses sur un compte, le compte monte, ça rassure. Le cash flow, il est primordial sur un investissement locatif. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, 90% des gens achètent avec un effort d'épargne ou en break-even, c'est-à-dire voilà, ce qui rentre, ça sort, quoi. Ouais. Ça, c'est dommage. Oui, mais après, c'est des politiques, chacun voit sa stratégie comme on l'entend, mais exactement. En tout cas, je pense qu'à un moment, ils vont être limités. Contrairement à quelqu'un qui a pu montrer qu'il a un cash flow, qui absorbe les charges peut-être en fin d'année, qu'il arrive en plus à sortir de l'argent encore, enfin, tu vois, un vrai cash flow positif à la fin, une banque vous suivra. Et que vous soyez au-delà des normes, la banque vous suivra. Excellent. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. C'est ultra puissant tout ce que tu nous partages. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Si vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts, comme vous avez pu le voir, Jade, hein, d'ailleurs, qui travaille avec nous sur la partie vraiment courtage et qui vous accompagnera sur votre demande de financement, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner dans votre projet. Et si vous nous rejoignez, vous aurez aussi la possibilité d'échanger avec Jade, la pro du financement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.